Voilà, première invitée. On va le retrouver régulièrement tout au long de cette matinée dans cette REFTEMA. C'est Jérôme Fourquet qui est avec nous. Bonjour Jérôme Fourquet. Bonjour Fabrice. Jérôme Fourquet, directeur de l'Institut de sondage IFOP du département Opinion et Stratégie Entreprise. Et vous aviez signé il y a 2 ans un livre précurseur, vous aviez tapé dans le mille, hein, c'est vraiment une référence dans cette réflexion, L'archipel français. Vous avez donc mené ce sondage commandé par le MEDEF, la France et ses territoires. On va le découvrir au fur et à mesure, bien sûr, grâce à vous, Jérôme Fourquet. Le constat, pour démarrer, les Français que vous avez interrogés, ils ressentent des inégalités. Racontez-nous. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci pour votre invitation. Donc on va passer en même temps que je parle, on va essayer de faire ça de manière satisfaisante. Voilà les résultats de cette enquête. Donc Fabrice, comme vous le disiez, les Français, quand on les interroge, perçoivent une forte absence de cohésion territoriale dans le pays. On va voir ça sur la première diapositive, hein, puisque 81% des Français considèrent que le pays recouvre des inégalités au sein de ses territoires. Donc c'est un constat qui est unanime, 8 Français sur 10, et qui est massif. De la même manière, quand on les interroge plus en dynamique, 6 sur 10 d'entre eux considèrent que ces inégalités, ces fractures territoriales, ont plutôt eu tendance à augmenter depuis les 10 dernières années. Donc c'est un constat qui est assez sombre, mais que on va tout à l'heure un petit peu moduler ou mitiger. Quand on les questionne sur un petit peu la nature de ces fractures territoriales, eh bien, on s'aperçoit que les fractures ne sont pas forcément toujours là où on les attend, en tout cas en termes de diagnostic qui est formulé par les Français. C'est ce qu'on va voir sur la diapositive suivante, puisque si 64% par exemple des Français considèrent que les habitants des centres-villes et des grandes agglomérations s'en sortent mieux que ceux qui habitent dans les banlieues. Donc Geoffroy Roux de Bézieux a insisté à juste titre sur un événement majeur des dernières années qui a été la crise des Gilets jaunes et qui a bien montré les fractures entre cette France des métropoles et cette France périphérique. Mais pour les Français, au sein même des métropoles, il y a une fracture qui est tout à fait signifiante et tout à fait importante. C'est celle qui sépare le cœur de ces métropoles et leurs banlieues. On va voir sur la diapositive suivante que quand on les interroge sur... on va revenir juste sur la précédente, excusez-moi. Donc on a 64% qui considèrent que la fracture est entre le cœur de la métropole et les banlieues, alors qu'on est à peine à 50% qui considèrent que la fracture, ou qu'il y a des écarts en termes de niveau de vie et de qualité de vie entre les grandes métropoles et la France périphérique, ou même les habitants des grandes villes et ceux des campagnes. Donc c'est 1 sur 2 qui est sur ce constat-là, alors que la fracture est plus douloureusement vécue ou ressentie au sein même des métropoles. Donc on voit que c'est des fractures de différentes natures. Pour moduler ce constat ou ce diagnostic assez sombre, la dernière diapositive pour cette première table ronde nous montre néanmoins que 7 Français sur 10 ont le sentiment de vivre dans un territoire qu'ils qualifient d'attractif. Donc on en a 8 sur 10 qui nous disent le pays est perclus de fractures. En même temps, 7 sur 10 considèrent que là où ils vivent, il s'agit d'un territoire attractif, donc ce qui permet un petit peu de moduler et de tempérer ce jugement. Alors bien évidemment, on a des ressentis qui sont très variables selon les territoires. On voit par exemple que 3/4 des habitants du grand sud-est de la France, on parlait de Manosque tout à l'heure, ont le sentiment de vivre dans une région qui est attractive, contre 55% seulement dans les habitants du grand quart nord-est du pays. Donc il y a un différentiel de 20 points, ce qui est tout à fait conséquent. Donc vous voyez que ce n'est pas uniquement métropole contre France périphérique, c'est à la fois au cœur de ces métropoles entre le cœur historique et les banlieues, et puis aussi d'une région à une autre qu'il peut y avoir des clivages. Mais donc les Français ressentent ces clivages tout en considérant, il y a un peu de patriotisme de clocher, que leur région est quand même relativement attractive.
Voilà, Jérôme Fourquet, et d'ailleurs on y reviendra tout à l'heure, hein, d'autres enseignements. Donc premier constat, les Français ressentent des inégalités, mais au final les différences sont ailleurs, plutôt avec les banlieues et pas forcément avec les villes moyennes versus métropole. Et malgré tout, bien les Français pensent qu'ils sont dans un territoire attractif. À tout à l'heure, Jérôme Fourquet, vous nous direz d'ailleurs ce que les Français attendent pour leur territoire, justement, notamment en termes peut-être d'équipement, et puis aussi qui a la clé, selon eux, pour réduire cette inégalité. On va voir justement dans un instant concrètement ce qu'il se passe sur le terrain. On est dans cette matinale spéciale de la REFTEMA, la France façon puzzle. Vous avez demandé aux Français et aux Françaises, justement, à la demande du MEDEF, comment est-ce qu'ils vivaient dans ces territoires. On continue de découvrir ce sondage dans le détail. Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qu'ils souhaitent, les Français, pour leur territoire, Jérôme? Alors, avant de s'intéresser à ce qu'ils attendent et ce qu'ils souhaitent, on peut déjà faire un diagnostic et poursuivre un petit peu l'analyse que nous avions faite tout à l'heure quand on a dit que 3/4 des Français estimaient que leur territoire était attractif. Quand on creuse un peu ce diagnostic, eh bien, on s'aperçoit qu'ils sont assez satisfaits. J'ai entendu souvent parler ou évoquer ce terme au cours des interventions précédentes, d'un écosystème qui leur convient plutôt bien. 87% sont satisfaits des établissements scolaires dans leur commune ou dans leur territoire. 77%, il vient d'en être question, de l'accessibilité au réseau Internet. 74% estiment qu'il y a suffisamment de commerce de proximité. Et 73% que l'accès aux soins est facile. Donc il y a quand même, derrière un discours, j'allais dire, spontané, qui est assez négatif ou critique, une satisfaction qui est importante sur différents piliers de cette qualité de vie. Pour autant, là où le bas blesse, si je puis dire, c'est que 62% seulement considèrent que l'offre de logement est satisfaisante dans leur commune de résidence, et donc ça fait écho à ce que disait M. Saleron à l'instant, c'est-à-dire qu'il manque des logements, ou en tout cas des logements adaptés dans certains territoires français, et puis seulement 42%, et donc là on est au cœur de votre sujet, estiment qu'il est facile de trouver un emploi dans sa commune ou dans les communes environnantes. Donc il y a satisfaction sur la qualité de vie, les infrastructures, les anémités, comme on dit, mais la question du logement et de l'emploi pose problème, on le voit en creux. Donc du coup, quand on les interroge ensuite sur qu'est-ce qu'il faudrait renforcer en priorité pour améliorer l'attractivité du territoire dans l'endroit où il réside, excusez-moi, eh bien, en 1, c'est la création d'emplois, à 34%, donc on est toujours là-dessus. En 2, on n'en a pas parlé beaucoup dans ces tables rondes jusqu'à présent, mais c'était moins le sujet, mais c'est une donnée majeure, c'est la question de la sécurité, 30%. Et en 3, la question de l'accès aux soins. Alors j'insiste sur cette question de la sécurité. Vous me voyez venir avec mes gros sabots de sondeur. Nous sommes à 1 an de l'élection présidentielle et ce sujet de la sécurité est assurément une thématique qui va monter en puissance. C'est aussi un sujet qu'il faut traiter dans des cénacles comme les vôtres, car sans sécurité des biens et des personnes, il n'y a pas de développement économique possible. Et donc, bien évidemment, là, ce n'est pas aux entrepreneurs de s'attaquer à cette question. On a parlé tout à l'heure du rôle des élus locaux, et des élus nationaux également. Et donc, il y a un cadre régalien à assurer pour que tout le reste derrière, du développement de l'écosystème, la création des emplois, l'accès aux soins, la fibre, etc., puisse se déployer. Il faut que cette question soit traitée. Quand on les interroge sur, c'est très à la mode, leur intention de déménager pour s'installer dans un endroit plus attractif, hein, on a parlé, vous savez, de l'exode urbain post-Covid, qu'il faut un peu relativiser, eh bien, on a quand même 1/3 des Français qui envisagent de déménager, dont 13% qui le souhaitent tout à fait. Donc, ce n'est pas anecdotique. Et donc, là encore, on voit que le Covid a sans doute amplifié des tendances qui étaient déjà préexistantes. Donc, il y a une mobilité d'une partie de la population. Alors, j'ai dit 30% de la population française, 36%, mais ça monte à 54% chez les moins de 35 ans. On est encore à plus de 40% sur les 35-49 ans. Donc, les tranches d'âge actives envisagent ou souhaiteraient pouvoir bouger. Quand elles sont questionnées, ces personnes qui souhaitent évoluer ou changer de lieu de vie, eh bien, ce qu'elles recherchent en priorité, c'est la qualité de vie,
à 22%, donc ce serait le critère le plus important. Vous savez, c'est le sociologue Jean Viard qui parle de la mise en désir des territoires. Eh bien, et il dit aussi que le hors-travail structure de plus en plus la vie du travail. On a vu ça à l'occasion du Covid. Pas mal de cadres franciliens ou d'autres grandes métropoles sont allés télétravailler, s'installer avec leur famille, là où habituellement ils passent les vacances. Et donc c'est une aspiration qui se répand dans la société, c'est travailler dans des endroits agréables, là où habituellement, historiquement, je passais mes vacances. Donc la qualité de vie arrive en tête des ressorts qui seraient activés pour chercher un territoire où s'installer. On retrouve en deux la sécurité, de nouveau, et puis en trois et en quatrième position, la proximité avec la nature, donc on est toujours sur ce cadre de vie, la facilité de l'accès aux soins et à la santé, là aussi c'est une dimension importante, et ce n'est pas uniquement à l'occasion du Covid que la thématique santé est forte. Geoffroy Roux de Bézieux parlait tout à l'heure de ces cadres qui à Agen cherchaient un médecin de famille avant de s'installer, et puis la facilité de trouver un emploi, mais vous voyez que cette facilité de trouver un emploi arrive assez loin derrière la qualité de vie. Donc c'est d'abord une attractivité à travailler pour les territoires sur la qualité de vie qu'elles peuvent offrir. Et ben voilà, Jérôme Fourquet, qu'on retrouvera tout à l'heure, passionnant ce sondage donc, que vous avez réalisé au nom de l'IFOP pour le MEDEF, la France et ses territoires. Dernier rendez-vous, vous nous accompagnez depuis 9h ce matin au travers de ce sondage que vous a commandé le MEDEF sur la France et ses territoires. Justement, on a vu bien qu'il y avait des fractures. Alors peut-être pas forcément là où on les attendait, plutôt entre ville et banlieue. Vous nous expliquez, il y avait des Français qui avaient soif de déménager et qui attendaient justement davantage de sécurité, davantage d'équipements, etc. Question qui va nous amener vers la prochaine table ronde. Qui a la clé pour résoudre ces inégalités? Qu'est-ce qu'ils vous disent, les Français et les Françaises? Jérôme Fourquet. Alors, qui a la clé? Là, de nombreux experts se sont prononcés. Nous, on se fait juste le porte-voix de ce que pensent nos concitoyens. Et donc, en matière de réduction des inégalités entre les territoires, eh bien, les Français plébiscitent les acteurs de proximité que sont les communes, à 75%, et les associations à 67%. On voit que les collectivités locales, les conseils régionaux et conseils départementaux s'en sortent plutôt bien, c'est entre 57 et 58% de confiance, et qu'arrive très loin derrière, en bas de tableau, le gouvernement, qui n'est cité que par 31% des sondés. Les entreprises tirant bien leur épingle du jeu, puisqu'elles sont assez bien, en tout cas nettement mieux que le gouvernement, puisqu'elles sont citées à hauteur de 50%. Alors peut-être un petit commentaire sur ces chiffres. On a parlé de la prime à la proximité, donc du coup, le gouvernement qui est par essence un gouvernement national peut être un peu désavantagé dans ce type de questions. Autre élément qui peut expliquer la relative faiblesse de ce score, on le sait sur ce sujet comme sur beaucoup d'autres sur lesquels nous travaillons à l'IFOP, et bien évidemment l'orientation partisane des sondés qui rentrent en ligne de compte et un jugement qui se fait en partie sur des logiques ou des considérations politiques et partisanes, qui peut expliquer que le gouvernement arrive derrière. Néanmoins, une fois qu'on a dit ça, on voit bien que, comme ça a été rappelé tout au long de vos tables rondes, les Français ont intégré l'idée que les problèmes territoriaux se réglaient souvent au niveau des territoires, c'est-à-dire en mettant autour de la table les acteurs locaux, qu'ils soient entreprises, représentants des habitants ou élus locaux. Donc c'est une ingénierie du local qui est des solutions concrètes, qui est plébiscitée, qui est souhaitée par les Français qui croient plus à ces petits matins qu'au grand soir en disant voilà, il faut progressivement régler les problèmes, améliorer les choses, construire des solutions, plus que partir sur des grands plans quinquennaux dont beaucoup de Français sont sans doute revenus. Jérôme, c'est au sondeur que je m'adresse, le sondeur, l'observateur de la vie politique. Quel impact pourrait avoir cette réflexion qu'on mène maintenant depuis 9 heures? Et j'évoquais en préambule tout à l'heure de cette gilet jaunisation, quelque part, qui avait répondu, enfin tenté de répondre, en tout cas se révolter contre cette fragmentation des territoires. Cette réflexion, quelles conséquences elle pourra avoir sur les prochains scrutins? Il y a les régionales, on était avec Xavier Bertrand il y a un instant, départementales, et vous aussi dans la foulée fin juin, et puis surtout dans un empile, l'élection présidentielle.
Alors, si le mouvement des Gilets jaunes s'est étiolé, on l'a dit tout à l'heure, d'autres l'ont dit tout à l'heure, les causes qui ont présidé à l'éclatement de cette colère n'ont pas disparu. Alors, c'est lié à la fois, alors on a parlé de fractures, mais ce n'est pas uniquement des fractures, c'est également des modes de vie qui sont différents, c'est-à-dire que c'est des publics qui sont très, très dépendants de la voiture. Et donc, c'est comment on parle à cette France-là, qui habite à s'éloigner des grandes villes. Ce qui est ressorti également de cette crise des Gilets jaunes, de notre point de vue, c'est qu'on avait là les conséquences, et là aussi ça a été évoqué dans vos débats très intéressants, d'un très puissant et profond mouvement historique de désindustrialisation du pays, et qui fait particulièrement ressentir ses conséquences dans cette France hors des métropoles, hein, puisqu'il y avait tout un tissu industriel diffus qui s'est progressivement disloqué. Alors, il ne faut pas noircir le tableau. On a parlé de Vitré, on a parlé de Manosque, on a parlé d'autres endroits où il y avait encore un tissu industriel qui fonctionne, mais ce tissu, il est quand même très fortement déchiré. Or, l'industrie assurait des bons niveaux de revenus, des opportunités d'ascension professionnelle et donnait aussi une cohésion à ces territoires. Donc, on le voit, cette question de la réindustrialisation du pays, et nous on en est très heureux, revient en force dans le débat public depuis la crise des Gilets jaunes, mais plus encore, parce que c'est le deuxième grand événement ou le grand choc que la société française a vécu ces dernières années, c'est depuis la crise du Covid, où là aussi, nos citoyens ont constaté de manière sidérée l'ampleur de la désindustrialisation du pays, hein, puisque en termes de masques, de réactifs, de tests, et sans même parler des vaccins, la France n'est peut-être plus autonome ou indépendante. Donc cette question de la réindustrialisation des territoires va se poser. Et puis dernière peut-être conséquence ou leçon tirée plus ou moins intuitivement par nos concitoyens de cette crise du Covid, ils ont constaté que l'État central vers lequel ils avaient historiquement appris à se tourner en cas de difficulté, eh bien, avait fait preuve de lenteur, de lourdeur dans cette gestion de la crise de Covid, et qu'à l'inverse, les acteurs locaux, qu'il s'agisse des élus, mais aussi des entreprises, s'étaient très fortement démenés pour essayer d'apporter des solutions. On a tous en tête ces exemples de maires qui ouvraient des gymnases pour les transformer en ateliers de fabrication de masques, avec des couturiers ou des couturières bénévoles qui venaient proposer leurs services, des entreprises de tout secteur qui ont donné des stocks de masques, quand ils étaient dans la grande distribution, fait de la place aux producteurs locaux dans leur linéaire, etc. etc. Donc, il y a une très forte aspiration, je pense, aussi dans la société française à davantage de respiration. Xavier Bertrand parlait d'une administration qui serait plus dans le contrôle, mais dans l'accompagnement. Et je pense que tous ces thèmes-là, réindustrialisation, libéralisation, autonomisation des territoires et libéralisation des énergies, tous ces thèmes-là vont, avec celui de la sécurité dont on a parlé tout à l'heure, eh bien, je pense, structurer le débat présidentiel. Eh ben voilà, c'était très clair, encore une fois. Merci de nous avoir accompagnés depuis 9h, depuis le coup d'envoi de cette RefThéma, que vous continuez de commenter d'ailleurs sur Twitter, hashtag la RefThéma. Bien sûr, vous suivez sur YouTube, sur latribune.fr, sur le site de la REF. Jérôme Fourquet, donc directeur du département Opinion et Stratégie d'entreprise à l'IFOP.